Et on est en direct avec Nicolas Van Huffel. Nicolas Van Huffel, vous êtes le président de la coalition climat en Belgique. D'abord, avez-vous des attentes précises concernant cette COP27? Espérez-vous que des décisions soient prises? Alors ça va être une COP difficile, on le sent bien, mais oui, il y a des attentes. Ce sont principalement des attentes des pays du Sud vers les pays du Nord qui attendent tout simplement qu'on remplisse nos engagements. Donc réduire nos émissions comme on s'y est engagé le plus vite possible, mettre l'argent qui a été promis sur la table et qui n'a pas été encore avancé pour les pays du Sud, et puis un nouveau sujet qui s'est invité, qui est le dédommagement des victimes des pertes et préjudices, puisque toute une série de gens sur la planète aujourd'hui perdent tout, et donc les pays du Sud réclament qu'on puisse les indemniser. Vous parlez d'une COP difficile, une COP peut-être sous tension. Pour quelle raison? Alors il y a le contexte géopolitique mondial évidemment qui joue. On sait que il y a eu l'agression russe contre l'Ukraine, il y a les tensions entre les États-Unis et la Chine, on voit les tensions qui montent entre les deux Corées, etc. Évidemment, ça n'aide pas. Ça n'empêche que il faut garder ces espaces internationaux pour que on puisse continuer à se parler et à trouver des solutions. Les multiples crises qu'on affronte sont très importantes, mais il est clair que les crises du climat et de la biodiversité nous menacent dans notre existence même. Quel est le plus urgent aujourd'hui, selon vous? Quelle est la mesure à prendre pour contenir le réchauffement climatique? Si par exemple des dirigeants qui se trouvent à la COP27 vous écoutent. Je pense que, alors déjà, il faut agir chez nous, dans tous les pays, et ça, c'est pas à la COP que ça se décide. On promet à la COP et on met en œuvre. En Europe, par exemple, l'isolation des bâtiments et les changements de mode de transport sont essentiels. Si je devais pointer une décision qu'on attend de la COP, c'est vraiment la validation de ce nouveau canal que sont les pertes et préjudices, donc de mettre en place un mécanisme d'assurance qui permette d'indemniser les victimes du dérèglement climatique. On sait qu'on entre dans une nouvelle étape, on n'a pas assez lutté contre le dérèglement, il est là, il faut s'y adapter, c'est le deuxième volet, mais il y en a un troisième qui vient maintenant et qui se met même à concerner l'Europe et les États-Unis. Il faut qu'on puisse aider les victimes à faire face. Alors l'Afrique subit de plein fouet le changement climatique. Pourtant, les pays du continent sont parmi les moins pollueurs. En 2009, vous l'avez rappelé, une promesse avait été faite lors de la COP 2015 que les pays riches donnent 100 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Une promesse qui est encore loin d'être tenue. Comment vous l'expliquez et pourquoi cela changerait aujourd'hui? Alors, comment on l'explique? Moi, je dirais principalement par deux raisons. La première, c'est les multiples crises que nous rencontrons et l'état des finances publiques dans un tas de pays du Nord. Mais il y en a une deuxième plus profonde, c'est que beaucoup de pays du Nord, de pays riches, continuent à considérer les financements internationaux, que ce soit l'aide publique au développement ou les financements au climat, comme une forme de charité qui serait juste de la bonne volonté. Or, ce qu'ils ne semblent pas avoir compris, c'est que c'est le cœur de l'accord de Paris, en fait. Vous vous souvenez qu'avant Paris, on avait Kyoto. Kyoto n'engageait que les pays riches, que les pays historiquement industrialisés. Le deal fondamental de l'accord de Paris, c'est de dire désormais on a un accord mondial, tous les pays doivent s'y mettre, même ceux qui n'ont pas historiquement pollué. Mais la contrepartie, ce sont ces financements climat. Et tant que nos pays riches ne comprendront pas que la condition fondamentale pour que les pays en développement s'y mettent aussi, c'est de mettre l'argent sur la table, on maintiendra le blocage, je pense. Alors, il y a dans de nombreux pays occidentaux en ce moment des mouvements de défense de l'environnement qui se font plus durs. Je pense aux militants de la coalition Code Rouge en Belgique qui ont bloqué notamment un site de Total Energy. Est-ce que la désobéissance civile est plus efficace que les manifestations pour le climat? Je ne pense pas qu'elle soit plus ou moins efficace. Quand on regarde comment le monde a pu changer dans l'histoire, comment les mouvements sociaux ont pu provoquer du changement, c'est dans l'association de différents modes d'action. Il y a des gens qui vont dans le système pour faire bouger les choses. Il y a des organisations comme la Coalition Climat qui organisent des grandes manifestations de masse qui restent très importantes pour montrer que nous sommes nombreux et nombreuses à demander le changement. Mais la désobéissance civile, elle fait aussi partie des modes d'action. Je rappelle que, par exemple, quand on a voulu mettre fin à la ségrégation aux États-Unis, il a fallu et des grandes marches comme la grande marche sur Washington et des actes de désobéissance civile comme ce fameux jour où Rosa Parks a refusé de se lever dans un bus. Je suis profondément persuadé que si on veut provoquer le changement, il faut des hommes et des femmes politiques dans le système, il faut des grandes organisations et des manifestations de masse, mais il faut aussi de la désobéissance civile. Merci Nicolas Van Huffel d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde.